Salut Aurel, ça va? Oui, bonjour, ça va très bien et vous? Ça va, ça va, ça va. En fait, moi, je t'ai invité sur ma chaîne aujourd'hui parce que je sais que tu fais une école privée Oui, et la plupart de ceux qui viennent du Bénin pour la France, d'habitude, ils font ce qu'on appelle la procédure classique Campus France oui, et ils ont généralement une acceptation dans un public. Mais d'accord. toi, je sais que tu fais un privé Oui, et ce qui n'est pas très commun, même si de plus en plus les gens optent pour des privés, ok. pour une raison ou pour une autre. Donc, j'ai voulu en fait discuter avec toi pour que tu nous dises comment tu as fait pour être dans une école privée en France, une grande école. Comment est-ce que tu vis cette vie en France? Euh, je vais déjà te laisser te présenter. Donc, moi, c'est Aurel Baguidi. Je suis étudiant en ingénierie informatique à EFRI Paris, École française d'électronique et d'informatique. Comment est-ce que ça s'est passé pour que j'en arrive là? Euh, j'ai fait 2 années de cycle préparatoire en fait, à l'Institut universitaire Matfineco au Bénin. C'est situé à Bomey-Calavi. Et du coup, pour me lancer dans ma 3e année, c'est-à-dire la première année du cycle ingénieur, il me fallait postuler pour des écoles en France. Donc, comment est-ce que ce choix s'est fait? J'avais déjà dans mon collimateur pas mal d'écoles, parmi lesquelles les Free Paris. Du coup, j'ai postulé, quand la procédure Campus France a commencé, je n'ai pas hésité, j'ai postulé directement à cette école, qui est une école privée. Je n'ai pas priorisé les écoles publiques. Et du coup, la procédure a suivi son cours jusqu'à la phase des acceptations. Et j'ai été accepté. Je rappelle d'ailleurs que pour postuler à cette école, ce n'est pas que via la plateforme Campus France, mais c'est possible en fait directement en se rendant sur le site de l'école, de postuler en envoyant ses documents et tout et tout. Et lorsque le dossier est complet et que tout est bon, eh bien, vous recevez votre acceptation et vous pouvez démarrer votre procédure consulaire comme cela se doit. Donc, après mon acceptation, j'ai commencé la procédure consulaire qui a été pas très simple, mais pas très compliqué, puisqu'il fallait juste fournir les documents qu'il fallait et le tour était joué. Donc, après ça, demander le visa. Cette procédure a duré environ 1 semaine et demie, 2 semaines. Le visa était bon. Et je rappelle que moi, j'ai voyagé en septembre 2020. Malgré les contraintes Covid et tout le reste, quand même, ça a pu se faire et j'ai intégré l'école parfaitement. Donc, mon arrivée en France, elle a été pas très facile, pas très difficile. Ouais, on va en parler tout à l'heure. Okay. Mais tu as déjà dit plusieurs choses qui m'intéressent. Oui. Première chose, tu as dit que tu n'as pas priorisé les écoles publiques. Est-ce parce que ce que toi tu veux, ce que tu fais, est-ce que ça existe dans les écoles publiques? Est-ce que ça existe vraiment ou bien tu t'es dit en fait que pour ce que je veux faire, pour la formation que je veux faire, c'est les écoles privées qui offrent ça spécialement en France? Alors, je dois dire que beaucoup d'écoles offrent la formation que je voulais faire. La formation, c'était Software Engineering, c'est-à-dire le développement logiciel. Beaucoup d'écoles publiques l'offrent, comme Polytechnique Sophia par exemple. Mais après, beaucoup d'écoles privées aussi offrent cette même formation. Et moi, personnellement, je priorisais plus les écoles privées parce que j'ai remarqué que le suivi était plus alléchant, que la qualité des enseignements était parfaite, que ces écoles étaient très bien classées au niveau de la France. Côté insertion professionnelle, parce que c'est ça en fait la grande priorité, c'est-à-dire on ne vient pas étudier pour finir chômeur, mais on vient étudier pour être sûr en fait quand même à 95% d'avoir en fait un travail à la fin. Et en fait, comme cette école-là avait toutes les qualités dont j'avais besoin, que je recherchais, je n'avais pas hésité en fait à aller vers eux. Oui. Dis-moi, avant qu'on entre dans le détail de ta formation et de ta vie en France, oui. Comment est-ce que au niveau de la procédure consulaire, parce que pour nous par exemple qui avons fait la procédure classique, pour justifier de tes ressources, on te demande d'avoir 615 € x 10 au moins quand on est au Bénin, et dans d'autres pays c'est 615 € x 12.
est-ce que, vu que tu fais une école privée, tu ne l'as pas encore dit, mais tu m'as dit que tu payes environ 8 000 euros ou 10 000 euros l'année. Entre 8 500 et 10 000 euros. Voilà. Oui. Est-ce que pour vous qui faites des écoles privées comme ça, avec une scolarité assez élevée, est-ce qu'on vous demande de justifier beaucoup plus de revenus ou bien c'est les 615 euros seulement qu'on t'a demandé à l'époque? D'après ce que je sais, jusque-là, il faut juste respecter ce qui est demandé. Ok. Un minimum de 615 euros et tout se passe bien. Donc on ne te demande pas de justifier que tu peux payer ta scolarité? Non. Non. Non, on ne demande rien de tout ça. D'accord, d'accord. Et il y a une question que je te posais tout à l'heure avant que on ne commence l'entretien. J'ai trouvé ça intéressant. Oui. Comment est-ce que tu... je suppose que tu as des amis qui font des universités publiques ici, Oui. des gens comme moi. Oui. Comment est-ce que tu juges le niveau de l'enseignement, non seulement le niveau de l'enseignement, mais également la rigueur qui est mise dans cet enseignement-là? Est-ce que tu trouves que chez toi, par exemple, c'est plus compliqué ou comment est-ce que tu juges ça? Bon, là, je n'ai pas fait toutes les écoles, donc je ne pourrais pas parler en général. Mais pour ma petite expérience et de ce que j'ai quand même remarqué auprès de mes autres collègues qui sont dans d'autres écoles publiques, j'ai remarqué que il y avait beaucoup plus de suivi en fait chez moi à Effray Paris. Beaucoup plus de suivi, que ce soit dans les absences au cours, la ponctualité déjà. Que ce soit aussi niveau rendement, c'est-à-dire les notes, tout est suivi en fait. Et c'est une école qui est capable en fait d'aller jusqu'à contacter les parents de l'étudiant pour faire des rapports ou des signes. Voilà. Donc j'estime que quand même côté suivi, il y a vraiment un suivi qui est fait. Contrairement en fait à pas mal d'écoles publiques. Quand bien même j'estime que leur formation quand même est intéressante, mais après le suivi n'y est pas. Donc pour des étudiants qui ne sont pas forcément, qui ne sont pas toujours conscients ou qui ont besoin parfois d'une petite poussette pour pouvoir avancer, c'est parfois un peu compliqué de s'en sortir dans des écoles publiques. Une chose est certaine, côté niveau d'enseignement, je pense quand même que toutes les écoles ont les capacités requises pour la formation. Et est-ce que tu penses que, bon, peut-être que je me répète, mais c'est pour que les gens puissent, ceux qui nous écoutent puissent vraiment savoir, ceux qui hésitent encore à faire une école privée en France, parce que les gens se disent souvent que les diplômes privés ne sont pas forcément reconnus, non seulement par l'État, mais aussi par les employeurs. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas juste un cliché? Alors, c'est juste un cliché, oui. Parce que déjà, moi, je suis en école d'ingénieur et pour la majorité des écoles d'ingénieurs que je connais, ils sont accrédités en fait à la commission d'études d'ingénieurs, la CTI, qui est l'organisme français le plus réputé pour certifier en fait les diplômes. Du coup, aucun moyen qu'un recruteur refuse un diplôme de ce rang. C'est pas possible. C'est pas possible. Non. Ok, donc il n'y a pas de risque en fait à faire une école privée si elle nous intéresse vraiment. Non, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. En tout cas, côté comment dire, crédibilité du diplôme, il y a zéro problème. Zéro problème. Ok. Alors, je reviens maintenant sur le coût de ta formation. 8 500 à 10 000 euros par an, c'est pas petit. Et comment est-ce que tu gères ça? Alors, la formation, elle est à la charge de mes parents. Quand bien même je fais des petits jobs à côté pour pouvoir quand même remonter la pente. Du coup, voilà, ce n'est pas moi qui paye. Ça, c'est déjà très bien. Oui. Donc, c'est une chance, il faut en profiter parce que, écoute, moi je connais beaucoup de personnes, tous ceux que moi je connais qui viennent en France, d'habitude c'est eux-mêmes en fait, qui sont à leur propre charge. Je connais un gars par exemple qui est dans une université à Paris ici et qui paye aussi environ 8 000 euros. Donc il est obligé il fait des jobs tout le temps pour pouvoir payer. Donc c'est une chance et je t'encourage vraiment à en profiter. Oui, merci. Mais après, je rappelle quand même que il y a d'autres alternatives
après avoir fait la première année, c'est possible de postuler quand même pour des alternances qui vont faciliter en fait, puisque c'est l'entreprise qui paye en fait vos frais de formation. Et à la fin du mois, vous êtes également payé. Pour ceux qui ne savent pas, en 2 ou 3 mots, c'est quoi l'alternance? L'alternance, du coup, c'est un parcours spécial. C'est un parcours beaucoup plus professionnel. C'est-à-dire que vous travaillez, par exemple, une semaine en entreprise, une semaine à l'école. Et à la fin, en fait, comment est-ce que vos résultats sont pris en compte? C'est que l'entreprise fait un avis sur vous. Et côté de l'école aussi, également, vos notes témoignent. Donc, en même temps, vous bénéficiez des atouts professionnels et en même temps, vous étudiez. Donc, d'abord, financièrement, vous êtes rémunéré, votre école elle est payée. Vous gagnez en expérience au même moment que vous étudiez. Donc, en fait, en sortant de votre cursus, vous êtes quand même sûr à plus de 90% de trouver du travail, puisque vous avez déjà travaillé. Et généralement, même les entreprises fidélisent leurs alternants, c'est-à-dire que tu es resté chez eux 2 années à 3 années en tant qu'alternant. S'ils voient en toi une certaine capacité, ben, c'est fort probable en fait qu'ils te gagnent. Oui. Ok. Ça, c'est super. Ouais. En fait, ce que tu dis là, c'est très intéressant parce que je vois mal, par exemple, quelqu'un venir faire une formation d'ingénieur à ses propres comptes, à ses propres fonds. Pendant 3 ans, il va payer 8 000 euros, ça va l'asphyxier complètement. Ouais. Mais ce que tu dis, c'est intéressant en ce sens que, bon, cette personne peut sacrifier une année au moins, c'est-à-dire pendant cette première année, je paye les 8 000 euros et après, derrière ça, je cherche une alternance. Voilà. Et de plus en plus, ça devient quelque chose qui sauve beaucoup d'étudiants étrangers, on le dit, parce que la France, moi je trouve que c'est intéressant de nous donner ce privilège-là de faire une alternance en France. Donc pour moi, c'est un privilège que la France nous offre et il faut en profiter. Oui, il faut en profiter. Et toi, par exemple, où est-ce que tu en es par rapport à la recherche d'alternance ou c'est pas un truc qui te... Non, actuellement, moi, j'ai postulé pour pas mal d'écoles. Pour pas mal d'entreprises, en fait, tu veux dire? D'abord, pour pas mal d'écoles, quand bien même mon école également propose des alternances. Mais en fait, il s'agit de se donner beaucoup plus de chances. Et pour se donner beaucoup plus de chances, il faut cibler beaucoup d'écoles qui offrent leur formation en alternance. C'est-à-dire que quoi? L'école vous permet à un parcours spécial en fait. Il faut déjà que l'école dispose de ce parcours spécial là, c'est-à-dire on vous propose par exemple une semaine en cours, une semaine en entreprise. Si l'école ne dispose pas de ce parcours, c'est pas possible d'être en alternance. Voilà, donc vous avez un programme spécial. Et après avoir trouvé cette école en fait, il faut voilà, faire tout ce qui est administratif et maintenant postuler pour l'alternance. Une fois qu'ils acceptent votre alternance, vous recherchez maintenant une entreprise qui fait dans le domaine que vous voulez. Et lorsque l'entreprise est d'accord, vous avez passé vos entretiens, tout est clean, vous repartez vers l'école pour qu'ils fassent maintenant les accords entreprise-école, puisque c'est l'entreprise qui va payer les frais à l'école et tout. Et lorsque tout ça c'est bon, il ne restera plus qu'à attendre la rentrée. C'est pas ça. Et c'est dans ce processus-là que tu es actuellement? Oui, du coup, actuellement, j'ai postulé à pas mal d'écoles pour maximiser mes chances. Du coup, là, quand même, là, c'est un peu tôt. J'ai pris les devants. Donc là, j'attends les retours. Et parallèlement, automatiquement, je suis en train de rechercher déjà mes entreprises. J'ai ciblé mes entreprises, j'ai communiqué déjà avec eux. Donc, j'ai eu déjà des entretiens qui sont prévus. Et donc, à la suite de ces entretiens, si par exemple, une entreprise me recrute, ce qui est quand même fort probable, voilà. Donc, si une entreprise me recrute, il faudra tout simplement donc, que lorsque j'aurai une école qui dit oui, je les mets en contact et puis le tour est joué. Et comment est-ce que tu es venu en septembre 2020? Oui. Comment est-ce que, on va déjà commencer, comment est-ce que tu t'es intégré côté cours? Est-ce que c'est différent le niveau est vraiment différent de ce que tu avais au Bénin ou bien c'est plus ou moins la même chose ou qu'est-ce que tu as vite compris, qu'est-ce que tu n'as pas vite compris? Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de venir? Alors là, ça dépend. Ça dépend vraiment du type de formation. Mais pour moi, ma part qui est spécialement informatique et électronique, je trouve qu'il y a une très grande différence. C'est vraiment pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose en ce sens que c'est pas la même chose dans le contenu, dans la densité, dans le contenu, dans l'implication qu'il faut avoir au travail.
Pourquoi? Parce que j'ai remarqué quand même qu'au Bénin, on avait beaucoup de cours, mais on n'allait pas en profondeur en fait. On apprenait beaucoup pour aller composer, mais zéro pratique. Et il faut savoir qu'en fait, la France est un pays où des gens qui conçoivent déjà par exemple des robots déjà en classe de 3e. En première année d'université, ils sont capables de faire des trucs quand même assez terribles. Donc, quand vous arrivez en France, par exemple en L3 ou en master, et que c'est votre première fois de toucher à l'outil informatique ou de vraiment pratiquer, par exemple tous ceux qui sont programmeurs, de vraiment pratiquer, alors là, il faut vraiment charbonner, il faut vraiment essayer des nuits et des jours à ne pas dormir pour pouvoir se mettre à niveau. Donc déjà, c'était ça le premier aspect. Il fallait se mettre à niveau parce que le niveau n'était pas toujours dans tous les domaines. Comme par exemple en électronique, on ne faisait vraiment pas de pratique au Bénin. Donc il fallait se mettre à niveau. Quand tu es venu par exemple, est-ce que tes premières notes, tu as pleuré? Ou bien les premières notes, c'était comment? Alors, les premières notes étaient assez intéressannes. C'est vrai qu'après, c'est l'école d'ingénieur, c'est beaucoup de TP, beaucoup de projets. Et c'est quand même des trucs qui sont, je ne vais pas dire pas sévèrement notés, mais chaque détail compte. Du coup, les notes varient. Les notes ne seront pas toujours bonnes, mais en moyenne, elles sont assez bonnes. En moyenne, elles sont assez bonnes. Et quand je dis qu'il y a eu des cas où j'ai dû me mettre à niveau, il y a eu de rafois, c'est vrai, on peut tomber. Mais après, il faut savoir en fait qu'est-ce qu'il faut corriger pour se remettre d'aplomb et ne pas en fait tomber dans les problèmes. C'est ça le plus important. Et l'autre question, l'autre aspect de l'intégration, comment est-ce que tu t'es intégré par exemple avec la manière de faire des Français, avec le climat des Français, avec le métro, avec les transports. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu t'es vite intégré ou Quand je suis arrivé en France, pour les 2 premiers mois, je vivais seul. Carrément pas en résidence étudiante en fait. Du coup, j'étais un peu éloigné de mes amis. Donc, je n'avais pas ce confort que certains ont eu d'être accompagnés de jour comme de nuit. On leur a montré comment ça se passait et tout. Je me suis même perdu une fois. Une petite anecdote. Donc, mais dans les transports. Oui, non, mais ça c'est toujours comme ça. Écoute, moi je me suis perdu peut-être une bonne dizaine de fois. Hein. Ah ouais. Des fois tu vas jusqu'au terminus, ou bien des fois tu prends la mauvaise direction. Tu vois, par exemple, on dit par exemple de prendre le bus 10. Oui, mais on ne sait pas le sens. Et voilà, quand toi tu viens, tu entres dans n'importe. Des fois, même il y a plusieurs bus 10. Des fois, il y a plusieurs bus 10. Et il y a plusieurs directions. C'est ça. Quand toi tu viens, tu vois bus 10 seulement là. Tu entres dedans. C'est après tu te rends compte que. Et par exemple, comment tu gères le froid par exemple, l'hiver, ça va? Au départ, c'était c'était le froid, mais c'était très chaud. C'est-à-dire que ça m'a fait beaucoup dormir. J'avais envie de dormir plus qu'il n'en faut. Écoute, c'est pas toi seul. Parce que sous la couette, c'est toujours plus agréable en fait. C'est toujours plus agréable. Et les cours étaient en ligne. Donc, il y avait un autre ascendant psychologique. C'est que tu n'étais pas toujours concentré au cours. Limite, des fois, tu suis ton coup sur le lit. Et ça, c'est le piège des pièges. C'est le piège des pièges. Là, c'est pas possible. C'est un piège. Donc là, tu es là et puis à un moment donné, tu entends qu'on fait l'appel. Là, tu sursautes. Ça, c'est quand tu as la chance. Tu sursautes et puis tu réponds présent. En tant qu'étudiant, tes parents, puisque tu en parles, ils prennent en charge ta scolarité. Mais est-ce qu'ils t'envoient de l'argent également derrière ça? La première année, ils m'ont, puisque j'avais souscrit à un AVI, du coup, puisqu'il fallait un minimum de 615 €. Oui, donc la première année, ils m'ont suffisamment soutenu. Et arrivé au bout de cette année-là, j'ai décidé de prendre de leur venir en aide quand même, parce que déjà payer environ 10 000 € par an, c'est pas facile. Donc j'ai grouillé de tous les côtés pour quand même trouver un job. Au départ, les départs pour les jobs, c'est pas ce qu'il y a le plus simple. Mais après, quand on commence, ça devient un jeu. Ça devient un jeu. Là, j'ai peut-être enchaîné déjà plus de 5 différents boulots. Assez bien. Bon, j'ai travaillé en tant que préparateur de commandes à Amazon. La grande structure Amazon de Jeff Bezos. Ça a été une belle expérience. Tu as postulé ici à Déco, c'est ça? Non, j'ai postulé quand même chez Randstad. C'est une autre compagnie d'intérim qui offre les mêmes services. Après, j'ai travaillé au Burger King.
voilà, l'un des numéros 1 en matière de burgers au monde. J'ai travaillé à Primark. Voilà. J'ai travaillé où encore? J'ai travaillé en tant qu'enquêteur pour la RATP. J'ai travaillé en tant qu'agent d'accueil. Et j'ai fait tout plein de choses. Après, je travaille aussi en freelance en ce qui concernait mon domaine. J'ai développé pas mal de sites web pour des entreprises, certaines applications et tout. Ça, c'est un truc professionnel, mais qui constituait quand même, qui permettait de constituer une source de revenus en fait. Donc, en fait, tous les moyens sont bons. Tant qu'ils sont légaux, tous les moyens sont bons. Je fais un peu de la pub. Donc, tu es en train de dire que tu sais concevoir des sites internet. Oui, je fais du développement, que ce soit web ou mobile. Et tu en as créé plusieurs, hein? Oui, j'en ai créé plusieurs. Par exemple, j'ai travaillé avec une entreprise béninoise dont j'aime bien parler, Senan Collection, qui est quand même dans pas mal de pays, dans la France. J'ai développé en fait le site internet de A à Z. De toute façon, je mettrai ça en description. Je mettrai le lien directement. Les gens s'iront voir s'ils sont intéressés. Voilà. Moi, je connais le site et j'ai vu que tu as fait un super travail. Voilà. Donc, et je mettrai également tes contacts. Il n'y a pas de problème. Aussi, au moins tes réseaux sociaux dans les commentaires pour que ceux-là qui veulent. Voilà, parce que je sais qu'il y a beaucoup, par exemple, qui veulent faire du site internet, mais qui n'ont pas. Ils ne savent pas comment s'y prendre, ils ne savent pas la personne qu'il faut contacter. Donc, vous avez trouvé la bonne personne. Seulement que s'ils viennent à mon nom, là, il faut diminuer un peu le prix. Mais ça, il n'y a pas de problème. Ça marche, ça marche. Est-ce que tu as des choses à dire? Est-ce que tu veux parler de manière spéciale à un groupe de personnes? Pas de façon spéciale. Déjà, moi, je dirais que le parcours Campus France, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Ben, en fait, il faut rester tenace et très confiant. Il faut savoir que tout peut changer à tout moment. Comme je pense récemment, vous savez, je pense que j'ai vu l'un de vos posts, vous avez dit quelqu'un qui avait eu un refus et bam, rebondissement, après il a eu une acceptation. Ça, c'est pas des choses qui arrivent tous les jours, mais c'est parce que après, il faut un minimum être impliqué. Et quand vous êtes impliqué dans la chose, quand vous y croyez vraiment, voilà, vous débloquez des barrières sans le savoir en fait. Donc déjà être très confiant, ne pas mettre les choses à nous-mêmes, c'est-à-dire être toujours en fait à jour dans tout ce qui est information, tout ce qui est papier, avoir tous ces documents scannés, tous ces bulletins, de manière à ce que même si c'est pas pour cette année, que c'est parce que des gens suivent et ils se préparent, donc même si c'est pour les années prochaines, bien ils sont préparés, ils savent qu'ils ont tout et le moment venu tout est prêt, zéro stress, ça va comme prévu. Et après j'ai remarqué que le truc très étrange, c'est quand il faut en fait aller déposer le dossier papier à Campus France. J'ai remarqué que beaucoup attendent la dernière minute et après on retrouve des files kilométriques à 4 h du matin devant, je sais plus, c'est l'ambassade de France ou non, c'est l'Institut français. L'Institut français. J'ai vu des gens dormir là pendant 2-3 jours. Ça se passe toujours comme ça. Du coup, en sachant que d'année en année, il y a plus de candidats. C'est des choses qu'il faut vraiment commencer en amont pour ne pas avoir ces problèmes-là. Parce qu'après, s'il y a une affaire où on vous dit qu'il n'y a plus de place, vous direz que vous n'avez pas eu la chance, mais peut-être que vous avez commencé ou vous avez négligé certaines choses qui n'ont pas concouru à votre réussite dans le parcours. Super, super. Et qu'est-ce que tu as dit aux étudiants étrangers qui sont en France? Qu'est-ce que tu as à leur dire? Parce que là, tu as parlé de ceux qui sont en Afrique. Oui. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Bon, aux étudiants qui sont déjà en France, je dirais toujours beaucoup de courage parce que c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Le climat étant très extrême des deux côtés, que ce soit le chaud ou le froid, mais on s'accroche. Et puis, en fait, le plus important, c'est de ne pas oublier le but, en fait. C'est pourquoi on est là parce que, quand même, c'est facile de dévier quand on n'a pas les objectifs très clairs. Facile de dévier. Donc, il est important de garder les objectifs clairs, de quand même travailler au jour le jour. De ne pas oublier de se distraire, c'est important, c'est important. Et après, voilà, l'objectif ne change pas, on force pour qu'à la fin, tout le monde puisse avoir le sourire aux lèvres. Merci Aurel. Pas de problème. Merci à vous aussi pour l'invitation. Je suis sûr que les gens vont beaucoup aimer la vidéo, que beaucoup vont te contacter. Ce serait une partie de plaisir. Je te remercie d'avoir accepté cet entretien. Merci à vous aussi pour l'invitation. On est ensemble, mon gars.